Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Célia Magakian, je suis doctorante en géographie au laboratoire Environnement, Ville et Société. Et je finis à peine ma première année de thèse sur le risque de noyade dans les cours d'eau urbains, de l'épidémiologie à l'aide à la recherche subaquatique de victimes dans le Rhône et la Saône. Et dans le cadre de ma recherche, je travaille étroitement avec les sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon, le SDMIS, et plus particulièrement avec les sapeurs-pompiers plongeurs qui sont basés à la caserne de Lyon-Confluence. Ouais, bonjour à tous, lieutenant Jean-Marie Zanot, donc je suis sapeur-pompier au SDMIS, plus précisément à la caserne de Lyon-Confluence, où sont regroupés tous les plongeurs. J'ai en charge la formation nautique, c'est-à-dire les sauveteurs aquatiques de surface, les plongeurs et puis les pilotes bateaux. Et puis quelques dossiers un peu spécifiques en lien directement avec la plongée, et c'est pour ça que je bosse un peu avec Célia. Voilà. Donc je vais vous donner un petit peu la genèse du projet en cours. Donc, simplement pour vous situer en termes d'activité de secours à personne dans les cours d'eau. C'est pour le SDMIS environ 100 interventions par an. C'est une moyenne, hein, il y a des années où on les dépasse largement, avec des problématiques de récupérer les victimes assez rapidement. Sur ces environ ces 100 interventions, il y en a une trentaine qu'on récupère en surface, soit en bateau, soit par des actions de sauvetage. Et le reste, c'est des personnes qui disparaissent, c'est de la noyade, etc. Donc la difficulté, c'est le taux de réussite. Le taux de réussite qui est quand même assez faible en plongée. On a voulu pour ça explorer différentes pistes. La partie technologique, donc en gros, c'est toutes les technologies acoustiques qui ont leurs limites dans des zones qui sont difficilement exploitables avec des sonars à balayage latéral, par exemple. On a des résultats d'image, mais le problème, c'est discriminer ce qu'on voit. C'est pratiquement impossible dans des zones qui sont très, très encombrées. Ensuite, il y avait un autre axe, c'était d'améliorer nos techniques de recherche. Donc ça, c'est ce qui est fait au long cours. Et puis, la troisième piste qu'on avait, c'était se tourner vers la science pour voir si la science pouvait nous aider. Et le point d'entrée, ça a été Nicolas Rivière, il y a un peu plus de 3 ans maintenant. On s'est rencontrés à l'INSA, on lui a fait part de la problématique qu'on vient d'évoquer. Et puis de là, il y a une aventure qui a commencé, il nous a fait profiter de son réseau, et puis d'autres partenaires étaient intéressés, pour vous citer, il y a l'INRAE également. Et puis derrière, on a commencé à se poser des questions et à travailler avec Célia pour le 1 et M2. Donc en gros, tu l'expliqueras peut-être, mais ça a été en gros faire un état de l'art, essayer d'analyser un peu notre secteur, de la cartographie, essayer de savoir ce qui se passe, et puis bien entendu après les pistes pour améliorer nos pratiques. Donc voilà, je pense qu'on a posé un peu les bases, et maintenant Célia va vous développer tout ça. Merci. Du coup, le premier enjeu, ça a été de traduire tous les enjeux opérationnels que Jean-Marie vient d'évoquer en questions scientifiques. Et en fait, ça s'est structuré en 2 axes maintenant qui guident la recherche. Le premier, c'est de comprendre quels sont les facteurs biophysiques et sociodémographiques qui favorisent les occurrences de noyades à Lyon. Donc ici, c'est une étude épidémiologique du risque en fait sur le territoire. On cherche à comprendre qui sont les victimes de noyades, où se trouvent les zones accidentogènes, et puis quelles sont les causes de mise à l'eau sur un territoire où il y a une interdiction de la baignade partout dans le Rhône et la Saône. Et peut-être en comprenant les raisons et les motivations de ces mises à l'eau, pouvoir mieux les prévenir. Et le second axe, il est beaucoup plus tourné vers les sapeurs-pompiers, vers l'opérationnel. Et il s'agit de se demander quels outils et méthodes on peut proposer pour faciliter la recherche subaquatique de victimes dans les cours d'eau. Et ici, ça va encore se séparer en 2, on va dire, sous-branches.
D'abord, il y a l'enjeu de recueillir des informations fiables sur la victime et sur les circonstances de l'incident, puisque actuellement les sapeurs-pompiers lancent leurs recherches et leur stratégie de recherche à partir des témoignages des témoins oculaires de noyade. Donc ici, voilà, comment s'assurer de la fiabilité de ces témoignages. Et le second axe, c'est commencer à comprendre comment se comporte un corps immergé dans l'eau, puisqu'actuellement, on n'a pas de connaissances sur le devenir d'un corps dans les cours d'eau, que ce soit sur sa trajectoire, sa vitesse de déplacement ou sa position dans la hauteur d'eau. Et on cherche aussi à déterminer quels sont les facteurs principaux, les quelques facteurs principaux qui vont influencer sa dérive. Donc forcément des facteurs hydrauliques, hydrologiques, mais aussi des facteurs liés à la victime, comme par exemple les habits portés ou la morphologie de la victime. Du coup, pour chacun de ces axes, il y a des méthodologies différentes qui ont été développées, que je vais vous présenter brièvement. D'abord, pour l'étude épidémiologique du risque, on a pu créer et analyser une base de données des cas de noyade sur le territoire d'étude. Et c'est une base de données qui est très riche, puisqu'elle compile des données issues du SDMIS sur le contexte de l'intervention, également des données sur la victime, avec des données météorologiques, hydrologiques, biophysiques. Et en fait, c'est la richesse de cette base de données qui nous permet de commencer à comprendre un risque qui est en fait un risque extrêmement complexe sur notre territoire en particulier. La seconde méthodologie, toujours dans cette optique d'une étude épidémiologique du risque, ça a été la diffusion d'une enquête par questionnaire sur les pratiques actuelles de baignade dans le Rhône et la Saône à Lyon, à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Maptionnaire, qui a permis de générer des questions géoréférencées, ce qui était intéressant. Et du coup, ici, on cherche vraiment à comprendre les motivations de ces baigneurs, les lieux de baignade, pour peut-être mieux les prévenir ou pourquoi pas, à l'avenir, pouvoir les encadrer de la baignade dans des lieux naturels à Lyon. Ensuite, pour le second axe du développement d'outils et de méthodes d'aide à la recherche, j'ai évoqué le premier enjeu qui était de s'assurer de la fiabilité et de la précision des témoignages des témoins oculaires de noyade. Et pour ça, on a créé une vidéo d'une simulation de noyade à partir d'un saut de pont, dont vous avez une capture d'écran. Et on a pu faire une passation, après le visionnage de cette courte vidéo, d'un questionnaire où on demandait du coup aux enquêtés un certain nombre d'informations qui sont essentielles pour notre projet et pour les sapeurs-pompiers. Donc, par exemple, de pouvoir estimer des attributs physiques de la victime, décrire les vêtements, décrire les circonstances de l'incident, estimer des durées, également localiser des points. Et donc après, on va pouvoir du coup quantifier la précision de leurs réponses et étudier certains biais qui peuvent exister qu'on a trouvés dans la littérature scientifique. La seconde méthodologie, du coup, pour commencer à comprendre le comportement d'un corps immergé, c'est des expérimentations de dérive. Et du coup, on utilise un mannequin. Et la première étape, ça a été de calibrer ce mannequin pour que son comportement dans l'eau corresponde au comportement d'une victime de noyade, en tout cas à partir de certains critères de validation qu'on a déterminés. Et donc ça a été une partie du travail. Et maintenant, la suite, ça sera de faire des expérimentations de dérive in situ, donc dans le Rhône, en faisant varier certains facteurs qu'on suppose être influençant la dérive, comme par exemple le débit ou les vêtements portés, et avec plusieurs sondes sur le mannequin, pouvoir suivre sa trajectoire en XYZ dans le cours d'eau. Pour ce qui est des résultats, je vais uniquement me concentrer sur les premiers résultats que j'ai pu avoir pour l'axe 2, donc outils et méthodes. Et pour vous donner un peu des retours sur le vidéo questionnaire, pouvoir tester un peu la précision et fiabilité des témoignages des témoins oculaires, nous, il est essentiel d'avoir une bonne estimation de la taille et du poids de la victime. Et du coup, on s'est interrogé sur la capacité de quelqu'un à estimer le poids et la taille d'un inconnu. Et on trouve dans la littérature scientifique des biais, comme par exemple le fait qu'il est plus facile pour quelqu'un d'estimer la taille et le poids de quelqu'un qui a une morphologie proche de lui, puisqu'en fait, inconsciemment, on s'utilise comme référence et on se demande, par exemple, si la personne va être plus grande ou plus petite que nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu, par exemple, tester avec les premiers questionnaires récoltés. Donc là, vous voyez... Pour le premier graphique, c'est par rapport à la taille. Donc on a en abscisse la différence de taille entre le participant et l'acteur. Et en ordonnée, on a l'erreur d'estimation en centimètres. Et en fait, nous, on va à l'encontre de ce qu'on trouve dans la littérature avec notre échantillon pour le moment, puisque les gens avec une plus grande différence de taille se rapprochent plus de l'estimation correcte de la taille.
En revanche, pour le poids, avec l'échantillon tel qu'on l'a, on n'a pas de lien statistiquement significatif donc, entre la proximité de poids entre le participant et l'acteur et l'erreur d'estimation. Des seconds biais aussi dans la littérature, c'est des biais liés au genre du témoin, ou dans notre cas de l'enquêté. Et là, il y a deux biais contradictoires. Par exemple, on trouve que c'est plus facile d'estimer la taille et le poids de quelqu'un du même genre que nous, mais on trouve aussi dans la littérature que globalement, les témoins femmes vont être plus précises que les témoins hommes. Donc ici, pareil, c'est des choses qu'on a pu tester. Donc, que ce soit pour la taille ou pour le poids, ici, on a des liens statistiquement significatifs entre le genre de l'enquêté et la capacité à estimer la taille et le poids. Et nous, on se rapproche plutôt du second biais, puisqu'en fait, ça va être les femmes dans notre échantillon, ce que vous voyez avec les box plots orange, ça va être les femmes dans notre échantillon qui vont avoir plus de facilité à estimer que ça soit le poids ou la taille de la victime, alors même que la victime dans la vidéo est un homme. Ensuite, pour ce qui est des tests, des expérimentations avec notre mannequin, je vais vous présenter les résultats de la calibration du mannequin qui s'est terminée l'année dernière. Donc, le premier critère de validation, ça a été de calibrer la vitesse de chute du mannequin dans l'eau, et l'objectif, c'était que la vitesse de chute du mannequin soit la même que la vitesse de chute d'une victime de noyade. Et donc pour ce faire, on a utilisé un plongeur qui performait des apnées expiratoires en fosse, donc sur une profondeur de 10 mètres, en notant ses vitesses. Et après, on faisait des lâchers de mannequin dans cette même fosse. Et puis par tâtonnement, en fait, en modifiant petit à petit le poids du mannequin, on arrivait à une série de tests dont vous avez les résultats avec les box plots ici, où il n'y avait plus de différence significative entre la vitesse de chute de notre cobaye et du mannequin. Et c'est comme ça qu'on a validé ce premier critère. Le second critère, ça a été de régler la palette articulaire du mannequin qui n'était pas réaliste. Et là, ça a été le travail d'une étudiante à l'INSA en dernière année d'études, et donc qui, à partir d'un gros bouquin de médecine, a réimprimé des articulations 3D et des pièces pour qu'en fait l'amplitude et les mouvements articulaires de notre mannequin correspondent à la palette articulaire d'un être humain. Donc là, finalement, avec ces deux critères, on estime avoir fini de calibrer le mannequin, et la suite des aventures, ça va être les tests en milieu, in situ dans le Rhône, où on sera largement aidé par l'équipe des sapeurs-pompiers. Pour conclure et parler un peu des perspectives rapidement, pour ce qui est en tout cas de ma thèse, il s'agit de continuer à étudier donc, le risque de noyade, les facteurs de risque, d'avoir une connaissance fine des pratiques de baignade pour mieux les comprendre et les encadrer. Donc ça, c'est sur l'axe 1, je n'ai pas eu le temps de vous présenter les résultats, mais voilà, on travaille beaucoup là-dessus. Et peut-être pour aller au-delà de ma thèse dans une échéance plus longue, il y a pour l'axe 2 l'objectif de créer vraiment un outil opérationnel d'aide à la recherche subaquatique. Et là, l'idée initiale, c'était de pouvoir créer en fait un outil de prévision de la dérive d'un corps et de générer des cartes de probabilité de présence du corps en intégrant des données qui sont à la fois des données environnementales liées au cours d'eau, mais aussi des données récupérées auprès des témoins oculaires comme la morphologie, les vêtements portés par la victime, etc. Et c'est des choses qui ont commencé à être faites, alors de manière un peu différente, mais par exemple en milieu côtier, c'est ce que vous avez sur la première image, avec une carte de probabilité de présence d'un corps en milieu côtier. Et c'est aussi ces mêmes modèles qui nous inspirent, qui sont utilisés pour retrouver les épaves d'avion après des crashs. Et ça a été fait la première fois pour le vol A447 Paris-Rio. Ça a permis de retrouver l'épave après plusieurs mois de recherche. Et nous, c'est un peu les modèles qui nous inspirent, et c'est le but vers lequel on tend finalement. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci, Célia. Est-ce qu'il y a des questions pour Célia et Jean-Marie ? J'avais une question sur la turbidité. S'il vous plaît. Est-ce que c'est un obstacle, la turbidité de l'eau ? Je te laisse. Est-ce que vous prenez en compte la turbidité de l'eau ? Parce que j'imagine que ça doit être compliqué de chercher un corps quand on n'y voit rien. Alors, dans les
perspective, dans l'outil qu'on aimerait mettre en place, non. Par contre, c'est une difficulté qui a été identifiée et c'est la difficulté numéro 1 avant la vitesse courant pour nous. C'est ce qui nous pénalise le plus. C'est vraiment... on a des ordres de grandeur qui sont... je ne pourrais pas vous les donner scientifiquement, mais c'est-à-dire que des fois, on a une visibilité... je vous parle terrain là, hein. On a une visibilité de 10 mètres et des fois on ne voit pas nos instruments en l'espace de une semaine, 15 jours. Voilà. On est plus généralement avec une visibilité qui correspond à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50. C'est très très compliqué pour nous et c'est vraiment le facteur qui nous pénalise, c'est le facteur numéro 1. Célia, tu peux peut-être en dire un mot, tu l'avais étudié sur le... Nous, on avait aussi l'hypothèse, en tout cas pour les baignades en période estivale, qu'il y ait moins de cas de baignade quand il y avait une eau très turbide, parce que c'était moins attrayant. Et en fait, du coup, ça, c'est dans l'étude épidémiologique qu'on l'a testé, et finalement, non, ça ne ressort pas comme étant, en tout cas, un facteur qui va empêcher les gens d'aller à l'eau. Donc finalement, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des interventions dans des eaux très turbides, et c'est aussi, il me semble, ce qui rend difficile l'utilisation d'instruments comme les drones aquatiques, parce que c'est les mêmes problématiques aussi que les plongeurs, quoi. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Je me demandais, je ne suis pas conscient de la quantité d'encombrement ou de choses qui puissent accrocher les corps dans le Rhône. Est-ce que pour ces cartographie de ces prévisions cartographiques, vous faites aussi une cartographie du lit de la rivière et des encombrements qui y sont présents avec des systèmes de sonar ou de... Dans l'idéal, oui, on aimerait avoir des informations sur la rugosité du fond, sur les encombrements. Après, pour le moment, en fait, on n'est même pas encore sûr que le corps touche tout le temps le fond du lit de la rivière. Nous, on en est vraiment à tenter de vraiment comprendre le devenir de ce corps-là. Et si jamais il s'avère qu'on est sur vraiment des hauts pourcentages de cas où le corps touche le lit, il y aura cette question des obstacles et des coincements qui vont se poser. Mais on en est un peu avant dans la réflexion pour le moment. Juste un petit mot sur l'encombrement du lit de la rivière. La plupart des mises à l'eau sur ces... je ne vous l'ai peut-être pas situé tout à l'heure, mais la majeure partie de nos interventions, c'est dans l'hypercentre de Lyon. On a, sur ce secteur-là, fait encore des zooms et vu des sections sur le Rhône et sur la Saône qui sont des hotspots pour nous. La plupart du temps, la mise à l'eau se fait des ponts ou de la berge. Aux abords des piles de ponts, c'est énormément encombré. Il y a les vestiges des anciens ponts, il y a ce qui s'est passé pendant les différentes guerres, et il y a tout ce que les gens balancent dans l'eau. Voilà. Donc, sur un périmètre, on va dire, de 50 mètres autour d'un pont, vous avez énormément de choses dedans, avec des possibilités que la victime soit accrochée ou pas. Et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une impossibilité d'interpréter une image acoustique. Pardonnez-moi, je parle... Je vais m'adresser en anglais. Cette question est pour Célia. Tout d'abord, félicitations pour... c'est un sujet tout à fait intéressant. Difficile, j'en conviens. Ma question, vers quoi allez-vous après cela? Est-ce que vous allez avoir une carrière pour développer ceci en Europe ou dans d'autres pays, ou vous voyez-vous dans le domaine industriel, par exemple, ou des agences gouvernementales? Moi, je pense que je veux continuer dans le milieu de la recherche, en tout cas. Moi, c'est un projet, j'ai commencé mon M1 dessus, donc ça fait quelques années que j'y travaille, et c'est un projet qui est passionnant, et le lien avec les sapeurs-pompiers est super intéressant également. Donc si jamais ça se poursuit dans cette direction-là, au-delà de ma thèse, moi, je ne refuserai pas, voilà, à l'étranger ou en France, pourquoi pas. Oui. Ben, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. On va passer à la présentation.